Vous regardez une femme se faire violer, puis après vous lui amenez des pansements, c'est ça? Ou ça, en gros, vous mettez un soutien psychologique. Normalement, on doit intervenir pour empêcher de. Vous voyez des trucs après, on le fait systématiquement, tout le monde le fait. Là, c'est l'Europe qui va reconstruire tout ce qui a été rasé une énième fois là-bas. On avait déjà construit tout, à chaque fois c'est nous qui payons. Donc c'est un jeu de dupes. Évidemment, Jamel fait ça parce qu'il a quand même, il sait très bien qu'il vient d'un certain milieu, qu'il a déjà énormément trahi et qu'il faut qu'il donne l'illusion de ne pas être uniquement un traître et un salopard. Alors moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il soutenait Dieudonné très fortement au départ, et qu'après, un jour, il a commencé à parler de comment il avait eu son problème de bras. On a commencé à aller voir à la Réunion les parents du petit Comorien qu'il achetait sous un train. On a commencé à lui faire peur avec cette histoire, ceux qui contrôlent les médias. Genre, on va faire savoir que t'as poussé un mec sous un train qui est mort pour lui voler son blouson. C'était ça l'histoire. Ça a commencé à sortir dans un magazine israélien. Il a été empêché de jouer à la Réunion par une manif des parents du petit Comorien qui vivent maintenant à la Réunion. Il faut savoir tout ça. Et là, il s'est dit, je vais tout perdre. Et là, d'un seul coup, il a donné 2 interviews, une dans Paris Match et une dans Elle, pour dire, en fait, je croyais que Dieudonné était mon ami, mais j'ai réfléchi, ma mère m'a bien dit que c'était un salopard et un enculé, tu vois. C'est un basculé comme ça, tu vois. Donc c'est un type qui a trahi son ami et qui s'est soumis, parce que lui, il avait des casseroles, tu vois, et qu'il avait peur de tout perdre. Donc voilà, donc après son petit numéro sur envoyer des pansements à Gaza, non, c'est le mec qui envoie un mec qui crie à la police, qui envoie qu'un mec en tôle, et puis après il envoie des oranges, c'est ça? Et puis il pense que ça va rester son ami. C'est de ce niveau-là pour moi. C'est camoufler une trahison, une saloperie, c'est peut-être encore pire. Je préférais qu'il assume, tu vois. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça, vous êtes plus un cul. C'est pas vous qui vous coltinez de serrer la main à Arthur et Enrico Macias, bien sûr, il avait bien dégueulé. Il parlait du bâtard pour le bêtard, enfin il avait fait tout un numéro. Bien sûr, il était monté sur la scène au Zénith. Et puis après, il s'est passé d'autres choses, quoi. Moi, c'est pas mon problème, je m'en fous. Hein. C'est le problème de la conscience, mais c'est aussi le problème aussi de l'idéalisation de certains types de banlieues, même l'idéalisation de certains immigrés, etc. Il n'y a pas de la lâcheté n'a pas de couleur de peau, hein. La collaboration n'a pas de couleur. Je veux dire, on trouvera toujours tout ce qu'il faut de noirs et d'arabes en France, on va les appeler comme ça, pour aller collaborer, faire le tapin, trahir, etc. C'est pas une question de... Il y a des gens qui se tiennent bien et qui se tiennent mal. En fait, il a été l'idiot utile d'une manipulation de droite très perverse avec les Restos du Cœur. Quand il a commencé à comprendre et à sans doute s'émanciper, et qu'il a commencé à se rapprocher de Gérard Nicou. Malgré tout, peu à peu, la candidature change de visage. Le clown s'est pris au jeu et veut désormais fédérer tous les râleurs. Motard en colère, anti-fisc, contre les usagers de la télé, contre l'utilisation des emballages en carton, enfin, tous les mecs qui gueulent, qui sont dans des associations et tout. Il va faire un rassemblement de ceux-là. Coluche se rapproche du premier des râleurs. À l'époque, Gérard Nicou et son syndicat, le Sidunati, remplissent des stades. Ils représentent une France réactionnaire, loin, très loin des idées de Coluche. Pourtant, l'humoriste décide de le voir. Le rendez-vous a lieu un soir, chez Coluche, juste après le spectacle. Gérard Nicou, qui est le successeur de Pierre Poujade, c'est-à-dire la vraie sensibilité qui était celle finalement de, comment dirais-je, de Coluche qu'il avait vécu, c'est-à-dire le populisme, et pas la gauche caviar trotskiste. Gérard Nicou représente les petits commerçants et une révolte contre le fisc et l'emblème de ce qu'est le populisme. Donc, ni droite ni gauche, tous les politiciens pourris. On ne dit absolument pas ça. On ne dit pas ça. Ce que je faisais là, c'est simple. On était en train de discuter avec Coluche des moyens potentiels qu'on pourrait mettre en place, c'est-à-dire du soutien que je pourrais lui apporter. Quand il a commencé à s'intéresser à Nicou, ses amis trotskistes l'ont lâché. Et là, il y a un sketch qui est tous pourris. Alors, les hommes politiques, on dit ça doit être un métier difficile, penses-tu? C'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers. Alors pour ça, pour une revanche, il ne faudra pas compter sur les 4 hommes politiques qui sont unis comme les 3 mousquetaires, les 5 doigts de la main. Un pour tous pourris. Un pour tous pourris. Et c'est à partir de ce moment-là où il va y avoir une fracture, une engueulade politique et le fait que je m'éloigne définitivement de la campagne. Notamment le fameux Romain Goupil, qui ne s'appelle pas Romain Goupil, c'est pas son vrai nom.
et qui a fait mourir à 30 ans, qui était venu à la télé, il faut le rappeler, pour cautionner la destruction de l'Irak par les armées impériales. Rappelons le sale boulot qu'ont fait tous ces salopards. Il ne faut pas oublier, moi j'ai cette mémoire, ce devoir de mémoire, de savoir que chaque fois ils ont fait le sale boulot pour l'atlantisme et pour l'empire américano-sioniste, avec la mise à mort de centaines de milliers de gens, du petit peuple irakien. Goupil, cette ordure, qui est un peu un sous Cohn-Bendit, a fait le sale boulot de trotskiste, atlanto-sioniste au moment où il le fallait. Voilà. Et comme par hasard, il était derrière Coluche pour faire à Coluche de la politique débile et sans fond, qui d'ailleurs aurait fait perdre la gauche, parce que vous voyez que les gens qui votaient Coluche à l'époque... Qui sont donc ces électeurs prêts à voter pour un clown? Le camp socialiste sait que la France de Coluche risque d'empiéter sur celle de François Mitterrand. Pour le peuple de gauche, le futur président est encore perçu comme un apparatchik de la 4e République. Mitterrand, c'est quand même quelqu'un qui est resté très en retrait en 68, qui a eu maille à partir avec des gens de la génération de la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens, on prononce Mitterrand et c'est un chiffon rouge. C'est là où Giscard a été très con, Giscard était un crétin. Moi, j'aurais aidé à la campagne de Coluche. Si Coluche avait été jusqu'au bout, Giscard aurait été réélu. Parce que Coluche piquait les voix à la gauche. Et c'est d'ailleurs ce que la gauche a compris. Et c'est pour ça c'est eux qui l'ont menacé et qui l'ont fait sortir du jeu. Et quand Coluche a compris toutes ces manipulations et qu'il en est mort, je vous rappelle, renversé par un camion qui ne manœuvrait pas, mais qui est venu face à lui, qui a dévié de sa trajectoire sur une route fermée. On a dit que ce camion, il manœuvrait pour rentrer dans un camping. Donc déjà, il ne manœuvrait pas. Il n'y a pas de camping. On a lu, c'est une décharge sauvage. C'est pas une décharge, c'est un pré. C'est un pré. Ouais. Ce camion, il transporte des gravats pour les mettre dans le pré. Quand je fouille dans les affaires de gens, je trouve le jugement. Sur le jugement, il y a un truc, personne ne l'a lu, mais ça vaut le coup d'être dit quand même. Personne ne l'a lu. Les gravats provenaient de la gendarmerie. Les 2 témoins que j'ai écoutés, qui étaient avec lui, disent que le camion est venu le percuter en pleine face en sortant de sa voie pour venir sur la voie où était Coluche, qui roulait doucement et à droite. Tout de suite, je me suis posé la question. C'est improbable, ce camionneur, ce qu'il a fait, il nous a vus, fatalement. Parce qu'il est placé haut, que c'est une ligne droite, et juste quand Michel arrive à son niveau, tac, la cabine fait ça devant lui, et il peut pas l'éviter. Coluche est mort au mois d'août, je crois, ou au mois de juillet-août, alors qu'il devait jouer un one-man show explosif, qui à mon avis remettait certaines pendules à l'heure sur ce qu'il avait compris, et il n'a jamais pu le faire. Les bandes ont disparu, hein, il faut le savoir. Et a lu son éloge funèbre, comme par hasard, à Nathalie. L'enterrement de Coluche prend des allures de deuil national. Nous ne t'oublierons jamais, Michel, ceux à qui tu as fait comprendre, avec ton génie des mots de feu, qu'il faut être scandaleux pour lutter contre les scandales, et que l'élégance est dans la discrétion de la tendresse, et pas dans l'étalage des ambitions. Salut ma poule. Quelle ironie. Exactement comme dans les films américains, c'est la mafia qui a, comment dirais-je, commandité votre assassinat, qui lit votre éloge funèbre, pour que ceux qui sont là comprennent bien la mainmise totale que vous avez, le pouvoir que vous avez. C'est une opération, je dirais, de terreur, il ne faut pas oublier. Hein, quand l'éloge funèbre est lu par, comment dirais-je, les commanditaires de l'assassinat, c'est que vous compreniez bien, voilà, que ceux qui sont là, vous voyez, c'est un peu comme le film de Zapruder pour la mort de Kennedy, vous voyez. C'est pour comprendre bien ce qu'il en coûte de prétendre se rebeller contre l'Empire. L'UGIF est l'ancêtre direct du CRIF, qui eux-mêmes ont fourni la liste des gens qu'il fallait aller rafler, car je rappelle que le consensus pétainiste, c'était « nous sauvons les Juifs de France avec la collaboration des institutions juives françaises, et nous rendons à la puissance occupante les Juifs issus du Reich allemand, qui sont les Juifs polonais, les Juifs tchèques et les Juifs allemands réfugiés en France, qui sont d'ailleurs comme par hasard le père de tous les Juifs haineux d'aujourd'hui, c'est-à-dire Finkielkraut, etc., d'où la phrase « la France mérite notre haine », etc. C'est-à-dire que les Juifs français ont collaboré aussi, au niveau des instances représentatives, au Veldiv. C'est-à-dire qu'ils ont dit on se débarrasse des Juifs étrangers pour se sauver, nous, Juifs de France. Et c'était le consensus de la Révolution nationale de Pétain, c'est-à-dire à l'Allemagne, vous prenez les Juifs ressortissants du Reich, qui sont des sans-papiers, c'est-à-dire des clandestins, et des ennemis du Reich,
ou des gens qui sont dépendants du Reich au sens administratif et militaire et policier, mais vous ne touchez pas aux juifs français. C'était ça le deal, ce qu'on cache systématiquement. Et la rafle du Veldiv se fait avec la collaboration des institutions juives représentatives de l'époque, qui est l'UGIF, qui, je le répète, est l'ancêtre du CRIF. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Et donc, si aujourd'hui on dit que la France, c'est la collaboration et c'est Pétain, il faut dire aussi que le CRIF, c'est l'UGIF. Hein. Or, je vous rappelle qu'à la Libération, les juifs collabos de l'UGIF, qui étaient très nombreux, quand on lit les décomptes de Robatet dit qu'il quitte Vichy tellement il y a de juifs à Vichy autour de Pétain, dont le premier, Emmanuel Berle, mari de Mireille du Petit Conservatoire, écrivait ses discours, hein, il faut le savoir. Bon. Donc si à un moment donné, il faut savoir que les juifs collabos ont échappé aux tribunaux d'épuration à la Libération et qu'ils ont été jugés en interne par la communauté juive elle-même, ce qui s'appelle d'ailleurs une mise en place illégale et totalement anti-républicaine de tribunaux rabbiniques. On ne voit pas pourquoi, quand on est un juif collabo, on échappe à la justice de la République. C'est déjà totalement anti-républicain, ça fait partie des dysfonctionnements qui montrent que finalement, la République n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croit, ou d'ailleurs il faut peut-être que la phrase débile et délirante de BHL est vraie, puisqu'il avait bien dit un jour sur France 2, à une heure de grande écoute devant Arlette Chabot, ces synagogues qui sont le symbole de la République. Je pensais que c'était une stupidité, finalement c'est peut-être vrai. Voilà. Enfin donc, si l'idée c'est que les juifs collabos ont échappé à la justice parce qu'ils étaient collabos à cause de la pression de Vichy et la pression allemande, exactement comme le père de monsieur Drucker, qui était un juif collabo de première, qui envoyait les petits juifs non français à la déportation, notamment à Nice, en leur regardant la quéquette, et qui a terminé médecin-chef du camp de Drancy. On pouvait toujours dire, oui, mais il n'avait pas le choix, parce que pour sauver les juifs de France, il fallait balancer les enfants d'Isieux. Non, excusez-moi, j'ai dit une connerie, les juifs niçois. Donc à ce moment-là, d'accord, mais à ce moment-là, on va dire la même chose. Si la police française et la haute administration française est obligée de faire une politique anti-juive qui n'était pas du tout la politique française d'avant 1939, c'est parce qu'elle a la pression de la victoire allemande et de l'occupation allemande. Donc si les juifs collabos ont échappé à la justice de l'épuration, la haute administration française aurait dû y échapper pour les mêmes raisons. Or, on ne pardonne rien à la France qui est obligée de se comporter comme elle s'est comportée à cause de la domination allemande, mais par contre on pardonne tout aux juifs collabos parce qu'effectivement il y avait la révolution nationale de Pétain. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans le deux poids deux mesures, dans la malhonnêteté et effectivement dans ce qu'on appelle la double éthique. Donc on va dire on est bien au niveau de cette vision de l'histoire, au niveau de ce qui s'est passé à la Libération et au niveau du discours politique aujourd'hui, effectivement dans la double éthique juive et non pas dans l'universalisme républicain et l'analyse sainement républicaine.